aujourd'hui, dans ce 69e épisode, je te partage ce que je retiens de la pression que je me mets à vouloir être une bonne hôte lorsque je reçois des gens chez moi. Et je te donne des clés pour profiter à fond de la présence de tes invités tout en les chouchoutant. Bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille Lebeau et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Dans l'épisode 66 de ce podcast, je t'expliquais que j'avais peur de passer pour une nana cracra quand je recevais des gens chez moi. Eh bien, aujourd'hui, je vais te parler d'un autre stress qui s'ajoute à tout ça. C'est celui de la pression que je me mettais à être une hôte de maison parfaite. Et chez moi, ça passait par anticiper tous les besoins de mes invités. Combien de fois je me suis vue leur dire: est-ce que tu veux ci? Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux de l'eau? Est-ce que tu veux du café? Est-ce que tu veux une petite cuillère? Est-ce que tu veux du shampoing? Etc. Je rigole, hein, mais vraiment, hein, bref, cet épisode est incroyable. Et donc si je posais toutes ces questions à mes invités, c'est parce que je tenais vraiment à passer pour une excellente hôte de maison. Sauf que je me retrouvais épuisée une fois que mes invités étaient partis, puisqu'en fait j'avais dépensé tout mon stock d'énergie. Souvent je me disais que j'allais avoir besoin d'un temps pour récupérer de leur visite. Et puis un jour je suis invitée chez de la famille et j'ai une crise de douleur. Petit rappel, je vis avec deux maladies chroniques, et donc durant ma crise de douleur, je perds aussi ma mobilité et tout naturellement mes hôtes de maison s'empressent de me demander si j'ai besoin de m'allonger, si je veux une couverture, un autre oreiller, un médicament. Bref, on m'assomme de questions qui me saoulent, mais qui me saoulent. Parce que moi, je n'ai qu'une envie à ce moment-là, c'est de me reposer. Et je sais hein, vraiment que ça part d'un bon sentiment de leur part, mais moi, ça m'empêche de méditer sur mes douleurs. Répondre à leurs questions me rajoute de la fatigue, sachant que je suis déjà épuisée. Bref, je n'ai absolument pas besoin de ça à cet instant, sauf que j'arrive pas à le dire. Et donc, dans les jours qui ont suivi cet épisode, je me suis rendu compte que j'agissais de la même manière lorsque je recevais des gens chez moi. Je passais mon temps à me dire qu'ils auraient besoin de ci ou de ça pour que leur séjour se passe bien. J'interrompais régulièrement le cours de leur vie pour savoir s'ils voulaient que je fasse ci ou ça, que je leur amène quelque chose de la cuisine, etc. Et là, j'ai pris conscience que j'étais potentiellement relou pour mes invités, mais aussi pour moi, car j'étais crevée d'avoir dû anticiper les besoins de chacun chacune tout le temps pendant le séjour. Et donc aujourd'hui, j'ai une approche totalement différente qui est bien plus agréable pour mes invités comme pour moi. Et c'est un des plus beaux compliments que l'on me fait. On me dit que les choses sont souvent simples avec moi. En fait, je dis tout de suite à mes invités quand ils arrivent à la maison: si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me demandez. Je peux pas penser à tout, donc vraiment, dis-le moi. Vous ne me dérangerez pas. Ce que je veux surtout, c'est que vous vous sentiez bien chez moi. Et j'ai notamment une amie qui m'a dit ça la dernière fois qu'elle est venue chez moi: c'est tellement agréable d'être avec toi parce que les choses sont simples en fait. Si j'ai besoin d'un truc, je n'ai qu'à te demander et je sais que ce sera pas mal interprété. Et pour moi aussi, c'est plus agréable de recevoir des gens chez moi car j'ai beaucoup plus d'énergie pour profiter de mes invités et pour nous créer des souvenirs ensemble. Et donc, ce que je retiens de la pression que je me mettais à vouloir être une hôte parfaite, c'est qu'à chercher à être une hôte parfaite, je dépense mon énergie dans autre chose que la création de souvenirs partagés. Alors peut-être qu'à ce moment-là de l'épisode, tu te dis: «Oui, mais bon, et si jamais mes invités ont besoin d'un truc, mais qu'ils n'osent pas me demander de peur de me déranger? C'est nul ça!» Alors oui, 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 hein, on est bien d'accord, c'est nul, surtout pour eux, mais j'y reviendrai plus tard dans l'épisode, car là, je dois d'abord aller dégommer une de tes peurs. Je te parle de la peur que tes invités n'oseraient pas te déranger. Cette peur est totalement infondée, puisque ce sont 2 biais cognitifs qui en sont à l'origine. Let me introduce you to le biais de pessimisme et l'appel à la probabilité. Pour la faire simple, rien ne garantit que ça arrive. Rien ne garantit que le pire scénario arrive. Je te renvoie donc à l'épisode 37 dans lequel je t'explique plus en détail ces 2 biais cognitifs. Cependant, il est possible que l'invité n'ose pas nous déranger. Mais déjà, ce n'est pas à nous de le deviner, hein, puisqu'on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. On se responsabilise pour quelque chose dont on n'est absolument pas responsable, c'est-à-dire que notre rôle en tant qu'être humain n'est pas de deviner ce dont l'autre a besoin. Sauf si on est parent, on est bien d'accord. Et je ne dis pas que c'est mal de poser des questions à nos invités pour savoir s'ils veulent plus de café ou un coup de main pour faire ci ou ça. Ce n'est absolument pas ce que je dis, et notamment parce qu'en général, ça part d'une bonne intention. Le but étant d'être sympa, prévoyante, attentive, aimante, encourageante, etc. Mais là où ça atteint ses limites, c'est que rien ne garantit que ça fera l'effet escompté en face. Rien ne garantit que l'autre appréciera l'intention derrière toutes ces rafales de questions. Et puis aussi, le truc, c'est qu'on part du principe que l'autre n'est pas capable de nous dire ce dont il a besoin. Or, c'est totalement faux. Ce postulat nous amène à nous placer en position de sauveur. Il s'agit d'une des 3 positions du triangle dramatique de Karpman. Il est important de savoir que ces 3 rôles sont reliés aux uns et aux autres, puisque pour qu'une victime existe, il faut qu'il y ait un méchant bourreau ou un mauvais sauveur. Pour qu'un bourreau existe,
il doit y avoir une victime ou un sauveur. Et pour qu'un sauveur existe, il doit y avoir une victime ou un bourreau. On reconnaît une personne dans le rôle de sauveur lorsqu'elle est généreuse et protectrice, mais aussi culpabilisante. Et dans ce rôle, et ce point-là est important, la personne étouffe, apporte une aide inefficace et non sollicitée et crée également la passivité par l'assistanat. Et donc, lorsqu'on passe notre temps à anticiper les besoins de nos invités, on les déresponsabilise, ce qui n'est pas nécessairement agréable pour eux. Rappelle-toi d'une fois où on a fait les choses pour toi alors que tu voulais les faire toi-même ou bien que tu n'avais pas demandé à l'aide. Ce n'est pas agréable, hein? Eh bien voilà, tes invités sont comme toi et moi. Et puis, il y a aussi une nuance très intéressante à souligner et qui est très facile à oublier. C'est que l'autre n'a pas besoin de nous pour vivre. Jusqu'à preuve du contraire, l'autre a réussi à vivre sans nous et continuera de le faire. Donc on met son ego de côté et on laisse nos invités être responsables de s'autogérer. Ça leur fera très probablement du bien d'être tranquille, d'avoir du temps pour réfléchir, de se reconnecter à soi et aux autres. Et puis ça te fera aussi beaucoup de bien de voir que ta charge mentale va s'alléger. Libéré de cette fatigue décisionnelle, tu seras d'autant plus disponible pour profiter de l'instant présent avec tes invités. Et si tu veux mon avis, je trouve qu'être dans l'instant présent est un excellent moyen d'ancrer tes souvenirs dans ta mémoire et tes émotions dans ton corps. Enfin, il me semble nécessaire de revenir sur la notion de bonne hôte de maison. C'est totalement subjectif, c'est-à-dire que chaque personne sur Terre aura sa propre définition de ce qui est une bonne hôte de maison. Peut-être que pour Suzanne, une bonne hôte, c'est quelqu'un qui s'assure que ses invités ne meurent pas de faim, qu'elle offre un environnement le plus propre possible selon ses propres standards, hein. Par exemple, la poubelle est vidée tous les jours. Et pour Lisa, une bonne hôte de maison, c'est une personne qui fait beaucoup de choses avec ses invités. Donc, elle va tout le temps proposer des jeux de société, une sortie par-ci, une sortie par-là. Voilà, elle proposera toujours des idées d'activités à faire ensemble. Peut-être que pour toi, être une bonne hôte de maison, ça passe par autre chose, et pour moi, ça passe par encore autre chose. Le principe d'être une bonne hôte de maison, c'est ce qu'on appelle le manuel de bonne conduite. Il s'agit d'un ensemble de règles à suivre pour soi et pour les autres. C'est comme un cahier des charges à remplir. C'est ni bon ni mauvais. En revanche, soit il nous sert, soit il nous dessert. Et en l'occurrence, je pensais être une bonne hôte de maison si j'anticipais tous les besoins de mes invités. Et si j'apprenais qu'un de mes invités a eu froid une nuit, j'allais me sentir toute nulle car je me serais dit que j'aurais dû penser à monter le chauffage ou à proposer une deuxième couette. Et c'est là que le manuel de bonne conduite a ses limites, car ça peut nous enfermer dans une prison mentale qu'on s'impose malgré nous, mais surtout qu'on subit. Et donc, si toi aussi tu souhaites profiter à fond de la présence de tes invités tout en les chouchoutant, voici ce que je te propose. Déjà, je t'invite à clarifier le manuel de bonne conduite d'une hôte de maison selon toi. Dans un premier temps, viens donc lister tous les critères que tu te dois de remplir si tu es une bonne hôte de maison. Par exemple, je suis une bonne hôte de maison si mes invités finissent leur assiette intégralement, si mes invités me disent qu'ils sont contents de leur séjour chez moi, si mon chez moi est propre et que rien ne dépasse. Dans un second temps, viens lister tous les critères qui, selon toi, prouveraient que tu es une mauvaise hôte. Par exemple, je suis une mauvaise hôte de maison s'il y a des miettes sur la table, si mes invités m'ont dit qu'ils avaient passé une mauvaise nuit, si je n'ai pas la boisson que mes invités souhaitent boire. Et une fois que tu as ces deux listes, je t'invite à rayer ces critères qui ne t'appartiennent pas. Par exemple, si on t'a appris que pour être une bonne hôte de maison, tu dois toujours avoir un grand choix de boissons disponibles à l'apéro, bah peut-être qu'en fait, toi, là, tu te rends compte que c'est pas quelque chose qui est important pour toi, que tu t'en fous, ça prend de la place à la maison, la poussière, ça coûte cher, personne les boit, ça finit à la poubelle. En plus, ça te met trop de pression à chaque fois de devoir anticiper voilà, tous les besoins des uns des autres. Bah finalement, c'est peut-être un critère qui ne t'appartient pas, mais plutôt quelque chose enfin voilà, que tu as récupéré en plein vol. Donc, bah, ça dégage, hein, un critère de moins. Et puis, bien entendu, je t'invite aussi à rajouter tes propres critères, hein, à condition qu'ils ne soient pas une contrainte. Aussi, rappelle-toi de pourquoi tu reçois tes invités chez toi. En ayant la raison en tête, ça va t'aider à garder le cap sur l'essentiel et donc à dépenser ton énergie en conséquence. Par exemple, je les reçois pour prendre des nouvelles de chacun chacune, pour fêter l'anniversaire de Suzanne, pour me vider la tête, pour voir les enfants grandir, pour nous créer des souvenirs ensemble. Et là, tu vois comme c'est hyper puissant de te rappeler précisément et concrètement la raison de les recevoir parce que ça va te faire rêver, ça va te donner envie d'être présente avec tes invités. Je t'invite aussi à garder en tête des pensées puissantes comme par exemple mes invités m'apprécient déjà tel que je suis. Je n'ai rien à leur prouver. Mes invités viennent pour moi, pour me voir. Si mes invités voulaient un accueil de luxe, il ou elle serait allé au palace. La seule chose à faire est de profiter de la présence de mes proches. J'ai de la chance de me sentir entourée de ces personnes.
Mes invités sont autonomes. Ils sont capables de vivre sans moi. Ensuite, si tu t'inquiètes vraiment qu'ils n'osent pas te demander s'ils ont besoin de quelque chose, autant leur dire d'entrée de jeu. Par exemple, je tiens vraiment à ce que vous vous sentiez à l'aise, alors dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, ça me fera plaisir de vous aider et vraiment vous n'allez pas me déranger, bien au contraire, ça me fera plaisir de vous aider. Et pour conclure, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 9 sur les différents types de fatigue, le 16 sur le manuel de bonne conduite, notamment dans les relations, le 37 sur le biais de pessimisme et l'appel à la probabilité, et le 66 sur la peur de passer pour une nana cracra. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacochecamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacochecamille. Prends soin de toi.